Merci, bonjour. Merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir permis de participer à cette manifestation. Je suis moi-même impliquée dans la réflexion sur la formation des adultes et la formation des formateurs d'adultes depuis plus de 20 ans et je suis très heureuse d'être parmi vous. Je vais faire une intervention courte tout en parlant lentement pour essayer d'être comprise par un maximum d'entre vous. Je vais vous faire une intervention en deux temps. Un premier temps pendant lequel je vais vous parler de l'émergence du métier de formateur d'adultes en France et de la manière dont s'est constituée cette activité. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire part d'une expérimentation actuelle, puisque j'ai mis en place un dispositif avec d'autres partenaires, un dispositif de formateur d'adultes qui est à l'articulation entre la validation d'acquis de l'expérience et la formation traditionnelle. Alors tout d'abord, l'émergence du métier de formateur d'adultes date des années post-guerre en France. La France était à reconstruire et il était nécessaire d'avoir une main-d'œuvre qualifiée très rapidement pour faire face aux besoins de la reconstruction. Les formateurs d'adultes ont donc été sollicités, non pas pour leurs compétences pédagogiques, mais pour leurs compétences techniques. Aucun savoir-faire pédagogique lié à la transmission de leur savoir-faire était nécessaire. Il suffisait qu'ils transmettent leur savoir-faire professionnel. C'était un contexte où il n'y avait pas de problème d'emploi, et donc la qualité de la formation n'était pas en jeu, la professionnalisation des formateurs n'était pas une question, et la constitution même du corps de formateurs n'était pas à l'ordre du jour. Dans les années 45-70, se sont donc développés les métiers de la formation d'adultes dans des organismes spécifiques, dans les associations et dans les entreprises. Il s'agissait de répondre à la demande économique dans un contexte florissant des Trente Glorieuses françaises. Il n'y avait pas de problème d'emploi, pas de problème de formation et on ne se posait pas la question de l'insertion professionnelle. Il y avait idéologiquement une idée qui était on se forme, on a un emploi équivalent à la formation que l'on a. Dans les années 70 sont le début d'un tournant. Simultanément, la crise économique démarre, comme partout, comme chez vous, et la structuration de la formation des adultes se met en place juridiquement. Les entreprises sont obligées de participer à la formation des adultes financièrement. Les métiers de formateur d'adultes n'est cependant pas encore à l'ordre du jour dans sa structuration. Je vais tourner mes pages parce que je ne sais plus où j'en suis. Je sais à peu près, mais voilà. Donc les années 70, je reprends, sont un tournant, début de la crise économique et simultanément structuration juridique de la formation des adultes. C'est la loi de 71. À ce moment-là, l'éducation nationale s'implique dans ce marché concurrentiel et se dessinent deux tendances dans la formation des adultes, tendances qui sont toujours en cours à l'heure actuellement. Une tendance qui consiste à adapter les individus au poste de travail et une tendance qui s'inscrit davantage dans une logique d'émancipation sociale, d'éducation permanente, de promotion professionnelle. Dans les années 80, une nouvelle tendance se dessine. Elle articule à la fois la gestion provisionnelle des emplois, les nouveaux modes d'organisation du travail et l'une des préoccupations majeures est l'insertion professionnelle des adultes. Dans ce contexte, le métier de formateur d'adultes se développe et simultanément se divise et se hiérarchise. On est ainsi dans un contexte multiforme où les formateurs ont des statuts variés. Ils sont bénévoles, salariés, occupent cette activité à titre exceptionnel et ou vacataires. L'offre d'emploi pour formateurs est exponentielle et paradoxalement, aucun diplôme n'est exigé pour ouvrir une association de formation de formateurs d'adultes et de se déclarer formateur. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? La crise s'accentuant,
Dans les années 80-90, des actions de formation sont mises en place, notamment à l'intention des jeunes, pour faciliter et favoriser leur insertion professionnelle. L'encadrement, à cette époque, est essentiellement assuré par des formateurs non qualifiés pour cette fonction, mais volontaires et animés par des valeurs de promotion sociale. À partir de là, la structuration de la formation de formateurs d'adultes se développe. Différentes formations se mettent en place en France. Certaines, comme la formation de formateurs d'adultes conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de formateur d'adultes, qui a été mis en place par mon université dans les années 70, cette formation nécessite une expérience professionnelle de formateur dans le champ de la formation pour pouvoir entrer en formation. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, aucune analyse des acquis professionnels n'intervient. Il suffit d'avoir une durée, 5 ans. Mais par ailleurs, sur le terrain, la demande à l'égard des formateurs est telle qu'il n'est toujours pas nécessaire de se former et d'obtenir une certification pour se présenter et exercer cette fonction, voire pour ouvrir sa propre association. Cependant, nous assistons à un tournant avec l'Europe, la crise, la situation française dans les années 2000 est difficile. 30% de la population active ne dispose d'aucune certification et la situation européenne à laquelle nous contribuons est inscrite dans une stratégie de compétition mondiale visant à devenir la première société de l'économie de la connaissance. Tout ceci invite à développer la formation de tous les adultes et leur montée en qualification. Pour ce faire, les attentes européennes à l'égard des formateurs d'adultes sont immenses. Les marchés de la formation des adultes deviennent concurrentiels et la réponse aux appels d'offres exige de plus en plus en France, pour les organismes de formation, que les formateurs aient un niveau de qualification de niveau Bac+3, voire Bac+5, licence, Master 2. Les enjeux de la formation de formateurs d'adultes sont donc à ce moment-là simultanément économiques et sociaux. Les questions qui se posent et que je me suis posées à ce moment-là étaient les suivantes. Comment tenir compte de l'expérience des formateurs d'adultes pour leur permettre d'obtenir une certification qui assurera la sécurisation de l'emploi et simultanément pourra leur permettre la reconnaissance, voire leur promotion, tout en répondant aux enjeux économiques européens qui font de la professionnalisation un enjeu majeur. Je vais donc vous parler maintenant de la deuxième partie. J'ai pris combien de temps là? Je vais donc vous parler du dispositif expérimental de formation de formateurs d'adultes qui a conduit l'ensemble des formateurs impliqués dans cette formation à obtenir la licence de formateur d'adultes de sciences de l'éducation. Je vais vous en parler en 3 temps. Les partenaires et les enjeux. Ensuite, je vous présenterai rapidement le dispositif. Et pour terminer, je vous parlerai des adultes qui se sont impliqués dans ce dispositif. Donc les partenaires. Nous sommes impliqués à 3 partenaires. Un organisme de formation qui souhaitait voir ses formateurs d'adultes expérimentés obtenir une certification alors que beaucoup n'avaient aucun diplôme. L'université, et particulièrement l'EQEP et particulièrement moi-même, impliqués en tant qu'universitaires pour monter la formation, et le 3e partenaire, les financeurs. Les enjeux de ces 3 partenaires sont complètement différents, on va dire. Du côté de l'organisme de formation, comme l'organisme est soumis aux lois concurrentielles du marché de la formation des adultes, il attend une implication de ses salariés, formateurs d'adultes, et un retour sur investissement. Il attend de l'université une professionnalisation de ses salariés et une montée en qualification. Pour cela, l'organisme a libéré du temps de travail pour les salariés afin de rendre possible le suivi de la formation, mais il attend de ses salariés un co-investissement avec un investissement temps libre plus important que le temps libéré. Les attentes énoncées de l'entreprise étaient les suivantes: sécuriser les parcours, valoriser l'expérience, qualifier les professionnels, se situer dans le marché concurrentiel.
Le discours de l'entreprise conjugue simultanément une volonté de promotion sociale et professionnelle pour les salariés et une volonté de conserver une place dans le marché économique concurrentiel. Le dispositif est davantage porté par les responsables de l'organisme de formation plutôt que par ses salariés. Il faut me dire si ça ne va pas. Ça dit comment? Ça se va? Ça va? J'accélère. Mais j'ai peur de ne pas avoir de temps. Excusez-moi. Ce dispositif est donc porté par les responsables de l'organisme de formation plutôt que par les salariés, et cela dans le but de mobiliser les salariés afin d'améliorer leur performance, de renforcer le sens de leurs responsabilités, d'augmenter leur efficacité. Du côté des financeurs, tous les financeurs impliqués, que ce soit le conseil régional, enfin l'organisme politique qui prend en charge la formation des formateurs, et l'ensemble des organismes qui soutiennent ces formations, tous les financeurs ont accepté de prendre en charge le financement de cette formation sous réserve que les salariés utilisent un dispositif juridique français, le droit individuel de formation. Ce droit individuel, chaque salarié peut en disposer pour faire ce qu'il souhaite. Il en fait la demande et c'est acquis, c'est dans le Code du travail, donc ils peuvent en faire ce qu'ils souhaitent, y compris des formations qui n'ont rien à voir avec leur activité professionnelle. Et là, l'accord des financeurs était acquis sous réserve qu'ils utilisent ce droit individuel de formation pour le mettre au service de l'entreprise. Sous réserve également qu'ils signent un contrat les engageant, après la formation, à poursuivre dans leur entreprise en vue d'un retour sur investissement, et sous réserve, enfin, qu'ils élaborent un portefeuille de compétences, non pas un portfolio, mais un portefeuille de compétences au sein duquel serait indiqué l'ensemble des compétences qui pourraient être mises à disposition des employeurs et de l'entreprise. Ce sont les enjeux du côté des financeurs. Du côté de l'université, les enjeux sont un peu différents. Les universités sont soumises à des directives européennes et il s'agissait de se situer dans ces nouvelles injonctions européennes, notamment deux injonctions principales: développer le partenariat entreprise-université pour des questions de financement et renforcer le triangle de la connaissance formé par la recherche, l'innovation et l'éducation. Pour les acteurs du CUEP et de l'université donc impliqués dans l'innovation, il s'agissait donc de s'approprier ces enjeux pour les mettre au service des personnes en formation dans une logique de promotion sociale et professionnelle. La volonté était donc de mettre en place une formation innovante, prenant en compte l'expérience des personnes, en tenant compte du fait qu'un adulte qui entre en formation n'est pas quelqu'un qui ne sait pas, mais quelqu'un qui aspire à savoir autrement pour mieux construire sa propre autonomie de pensée et d'action. Ce projet de formation n'implique donc pas seulement la volonté d'améliorer des conditions d'accès à la formation, mais souhaitait permettre une restauration de conditions favorables au désir d'apprendre. Une recherche antérieure nous avait permis de montrer que prendre appui sur l'analyse de l'expérience était source d'autonomie, d'émancipation et de distanciation critique. Alors, dans le contexte européen actuel, nous savons tous que se développe un dispositif qui s'appelle la RVAE. Pourquoi alors monter un nouveau dispositif de formation alors que nous aurions pu considérer que la VAE était une réponse? Nous avons volontairement choisi de ne pas emprunter cette voie car les analyses des obstacles rencontrés par les candidats dans les parcours VAE nous ont montré
que ces obstacles étaient difficiles à franchir seuls. Nous avons donc élaboré un dispositif à mi-chemin entre la VAE et la formation traditionnelle. Je voulais faire court mon intervention pour pouvoir répondre à toutes les questions, donc je serai à disposition après. Je vais vous en donner les grandes lignes de ce dispositif. Il y a 3 grandes composantes. La première composante est une analyse des pratiques professionnelles qui ont conduit à la reconnaissance des acquis issus des expériences et a permis de monter un dossier pour entrer dans la formation, car aucune des personnes qui est entrée en formation n'avait le niveau requis pour entrer au niveau de la licence. Deuxième composante, ce sont les apports théoriques et méthodologiques qui ont été dispensés, et ces apports ont été faits suite à une analyse des besoins de formation que nous avons identifiés tout au long du parcours de la formation. Et la troisième composante, c'est l'écriture d'un mémoire d'expérience et son accompagnement. La démarche pédagogique a consisté à mettre en confiance, accompagner le candidat dans la démarche d'analyse des pratiques et d'écriture selon le principe de l'étayage de Vygotsky. Troisième élément de la démarche, nous avons dissocié l'écriture de l'évaluation et nous avons toujours associé oral et écrit. Alors maintenant, parlons un peu du public. Qui sont les personnes qui sont entrées en formation et comment se sont-elles engagées dans ce dispositif? Le groupe était composé de 15 personnes, 8 femmes, 7 hommes, formateurs d'adultes, dont les âges variaient entre 45 et 55 ans. Je mens. 12 personnes dont les âges variaient de 45 à 55 ans et 3 personnes plus jeunes se sont engagées dans ce dispositif. Leur expérience professionnelle variait de 5 ans à 30 ans. Pour 13 d'entre eux, le niveau de certification obtenu allait de aucun diplôme au CAP. Une personne avait un bac+2 et une personne une licence. Tous ont déposé un dossier spécifique pour entrer à l'université car ils n'avaient pas le niveau de qualification requis pour entrer au niveau de la licence. Ils ne se sont pas tous engagés de la même manière, même si l'entreprise avait parlé d'engagement volontaire pour tous. Certains se sont engagés volontairement. Ils faisaient déjà le travail qui correspondait au diplôme visé, mais ils n'avaient pas le diplôme. Pour d'autres, il s'agissait d'un engagement sollicité. L'organisme les a encouragés, mais ils n'avaient aucune confiance en eux. Ils avaient été confrontés à l'échec et avaient trop peur de ne pas réussir. D'autres personnes se sont engagées de manière raisonnable pour le développement de l'organisme de formation. Ils savaient qu'ils devaient disposer d'une licence au minimum pour pouvoir répondre aux appels d'offres du marché. Et enfin, d'autres n'avaient rien demandé du tout et se sont retrouvés impliqués dans le dispositif, alors qu'à l'intérieur de l'organisme de formation, ils ne se sentaient pas du tout reconnus. À mi-parcours, ce dispositif s'est déroulé sur 12 mois. À mi-parcours, tous les candidats s'étaient appropriés ce projet qui était devenu le leur. Ils voulaient tous obtenir la licence, quitte à mettre de côté le travail au sein de l'organisme de formation. À la fin du parcours, tous ont obtenu leur licence. Nous avons fait l'analyse des effets de ce dispositif sur les personnes. Alors, nous avons pu identifier 4 effets différents. Le premier effet peut être nommé l'effet reconnaissance individuelle. Tous les formateurs qui se sont impliqués dans ce dispositif, parce qu'ils ont obtenu la licence, parce qu'ils ont été accompagnés pendant tout le parcours, en raison de la confiance qui leur a été accordée, ont gagné en confiance en eux ils sont allés jusqu'à s'approprier le portefeuille de compétences et l'ont transformé en portfolio pour un usage personnel sans rien donner à l'entreprise.
Un effet mobilisation, deuxième effet. Au départ du parcours, les professionnels n'avaient ni les mêmes modes d'engagement, ni les mêmes motivations, mais tous ont usé de stratégies pour parvenir à poursuivre jusqu'à la fin le parcours et à se soutenir entre eux. Un effet solidarité. Au démarrage, les écarts et les différences entre les personnes étaient importantes et certains des formateurs impliqués étaient responsables hiérarchiques d'autres formateurs impliqués dans le même groupe. Et donc, c'était un moment créateur de tension, et cet effet a été escamoté par la solidarité dans les apprentissages. Les formateurs ont créé des groupes autonomes, hors de tout dispositif de formation, pour continuer à se former eux-mêmes et pour comprendre entre eux ce qu'ils ne comprenaient pas dans le cadre de la formation. Et enfin, les effets sur les rapports avec l'entreprise, ils sont doubles. Il y a eu un entraînement à l'intérieur de l'organisme de formation à l'égard des personnes qui n'étaient pas impliquées. Ce groupe était perçu comme moteur, et donc tous les autres formateurs avaient envie de suivre une formation similaire et les soutenaient, et les ont soutenus tout au long du parcours. Et à l'inverse, le groupe en formation avait l'impression de soutenir ceux qui n'étaient pas en formation, et donc il y a eu un effet vraiment d'élan, je ne vais pas dire un effet entreprise, mais quelque chose de cet ordre. Mais simultanément, d'après le directeur de l'entreprise, ça lui a eu un effet d'entraînement vers le haut. Mais simultanément, il y a une distance critique à l'égard du fonctionnement de l'entreprise qui s'est mise en place, parce que les personnes en formation et qui ont obtenu la licence ont gagné en confiance en eux, et maintenant sont porteurs de revendications, de transformations dans l'entreprise, et c'est de plus en plus difficile à gérer pour le directeur, m'a-t-il dit. Mais malgré toutes ces tensions, et c'est quelques mots pour la conclusion, ce dispositif donc a été quelque chose de porté également par mon université et par le président. Et pendant 1 an, j'ai négocié pour qu'il continue à se développer. Et nous sommes en train de transformer cette innovation en plan de formation au niveau régional, pour tous les organismes de formation de la région dans laquelle je travaille. Et je viens d'apprendre cette semaine que nous avions obtenu le soutien politique et financier. Voilà.